On va pouvoir débuter, tranquillement le temps que ça se remplisse. On est déjà près d'une quarantaine, donc c'est pas mal. Je vous remercie déjà à tous et à toutes, d'avoir fait l'effort d'être présents aujourd'hui pour, cette présentation. On va revenir avec Clément, sur, ce qu'on a vu de notre côté, à Intrinsèque en 2024. Juste très rapidement pour se présenter, donc moi je m'appelle William Bossigara. Je suis analyste de la menace cyber, depuis un peu plus de 6 ans à Intrinsèque. Puis vas-y Clément, je te laisse te présenter. Et moi, du coup, Clément Thialet, je suis arrivé un peu plus récemment depuis pratiquement 2 ans chez Intrinsèque en CTI et moi, ça fait, 6 ans déjà que je travaille, sur le sujet. Voilà, donc juste pour nous présenter très rapidement, je sais que c'est pas le cœur de la présentation, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, Intrinsèque, c'est une boîte, de cybersécurité qui fête ses 30 ans cette année et avec Clément, on est plus précisément dans le service de Cyber Threat Intelligence qui lui aussi fête ses 10 ans, cette année. C'est, 3 équipes, qui représentent, environ une trentaine de personnes avec, 4 modules. On a un module de fuite, donc Data Leak et Brand Protection qui permettent de détecter les fuites techniques et métiers, ainsi que les cas de fraude. Et puis un module, EASM qui lui, vise à cartographier la surface d'attaque, externe des SI de nos clients et donc d'empêcher qu'ils soient exploités par les attaquants. Et en fait, avec Clément, on est plus précisément dans l'équipe, renseignement investigation qui délivre en fait le 4e module, anticipation des risques et en fait, tout ce qu'on va vous présenter, durant cette présentation, s'inscrit un peu dans ce module-là en tout cas. Donc avant toute chose pour, un peu introduire ce sujet, et puis aussi pour mettre quelques disclaimers, heu, c'est ce qu'on a vu nous de notre côté Intrinsèque, c'est évidemment on n'a pas la science infuse, peut-être que de votre côté ou, dans d'autres, éditeurs, articles, il y a d'autres tendances qui ressortent. C'est un exercice qui appelle, évidemment, à l'humilité. Humilité parce que, comme j'ai dit, on n'a pas la science infuse et puis ça me permet aussi de me défausser, très gentiment si je dis quelques bêtises. Heu, c'est, sur ce qu'on va vous présenter aujourd'hui sur 2024, on s'est essentiellement attaché, à parler de la menace liée au ransomware. Pas que, mais c'est quand même ça va quand même occuper une grande partie de notre présentation, tout simplement parce que c'est, une menace pour lequel on a énormément de data, donc on a pu produire des statistiques et puis du coup, identifier certaines tendances. On va parler également de la partie cybercriminelle sur les forums et puis des menaces liées, aux groupes activistes. C'est vrai qu'on va moins s'attacher à documenter, certaines campagnes liées à des États, tout simplement parce que, nous, on a vu certaines campagnes, pour autant on n'est pas, et on le dit vraiment avec beaucoup d'humilité, on n'est pas capable de dire si, il y a eu une augmentation des attaques, je ne sais pas, des modes opératoires liés à la Chine, ou à la Russie. On en a vu, mais on n'est pas capable de dire, dans quelle, proportion ça augmente ou pas. On pourra en discuter aussi à la fin, il y aura une période de questions-réponses via le chat si vous avez des interrogations là-dessus, mais c'est juste une petite précision pour que vous sachiez aussi à quoi vous attendre, durant cette présentation. Une fois que ces choses, faites et dites, on va pouvoir, rentrer directement dans le vif du sujet et donc, pas de surprise, je vous l'ai dit, on va parler beaucoup de ransomware. Heu et en fait, ce qui s'est passé en 2024, c'est qu'on a eu un nombre, assez historique de victimes, qui ont été officiellement revendiquées par, près de 100 opérateurs de ransomware. Alors ce chiffre-là, il est basé, sur, les publications, qui sont, dévoilées sur les sites des ransomware où ils publient leurs victimes. C'est un chiffre qui est en hausse, qui a atteint un niveau, qu'on n'a jamais vu depuis, enfin, chaque année quasiment, c'est en hausse et c'est, historique. C'est une progression constante depuis 2019, et ça reste, donc voilà, c'est une augmentation d'un peu plus de 11 par rapport à 2023. Ça équivaut, on va dire, à 14 nouvelles revendications signalées chaque jour et puis en fait, ça reste que la partie, immergée de l'iceberg. Pour vous illustrer ça, on prend 2 exemples parce que, évidemment, on s'appuie que sur ce qui est revendiqué officiellement par les opérateurs, mais il y a toute la partie qu'on voit pas, ce qui n'est pas publié, peut-être les victimes qui ont payé ou tout simplement qui ont été oubliées par les opérateurs, et pour vous illustrer aussi un peu l'ampleur
peut-être réel de ce phénomène, on a voulu prendre 2 cas, avec les cas de Hive et de Logbit 3.0, parce qu'on a des données qui sont intéressantes là-dessus, notamment suite à des investigations de police, et pour le cas de Hive, c'est avec une enquête du FBI, qui en fait, avait conduit à son démantèlement en 2023. Ce qu'on observe, c'est qu'officiellement, cet opérateur-là, entre, 2021 et 2023, de notre côté, ce qu'on relève, c'est qu'il publie 200 victimes. Et en fait, l'enquête du FBI, sur cette même période, elle a identifié plus de 1500 victimes. Donc il y a un écart assez important, voire c'est un fois, plus de fois 7 entre ce qui est publié officiellement et les sociétés qui ont été réellement compromises. Pour Logbit 3.0, avec l'opération Chronos qui a eu lieu l'année dernière, c'est aussi la même chose parce que entre juin 2022 et février 2024, nous, on a relevé sur leur site plus de 1900 victimes et l'enquête qui a été menée par les autorités américaines, britanniques et européennes ont documenté sur la même période plus de 7000 attaques contre des entités diverses et variées. Donc là aussi, on a un écart de plus de 3 fois supérieur entre ce qui est publié officiellement et ce qui est réellement compromis. Donc, bien à garder en tête que ce chiffre qui ne constitue que le haut de l'iceberg et qui est déjà extrêmement élevé, est peut-être, enfin, est probablement même en réalité bien supérieur, avec peut-être sur ces opérateurs-là plus de 10 000 victimes sur l'année. Une fois qu'on a dit ça, si on regarde un peu l'évolution de cette activité-là, en 2024, c'est en moyenne plus de 430 victimes qui sont revendiquées chaque mois. C'est vraiment une hausse constante depuis plusieurs années parce qu'en 2020, on était en moyenne à 115 victimes par mois, en 2021, 230. Il y a eu un léger repli en 2022 avec 200 victimes en moyenne par mois et un bond en 2023 à 388. Et pour atteindre un peu cette moyenne de 400 victimes par mois en 2024. D'ailleurs, on le voit assez nettement sur cette courbe, c'est que ça a été très très haut toute l'année. Et j'en profite aussi pour spoiler, pour parler un peu de ce qu'on voit pour l'instant sur ce début de 2025. C'est un niveau pour l'instant encore jamais vu. Enfin, là, tous les records sont en train d'être exposés à ce niveau-là sur la revendication. Ça reste un indicateur, c'est pas le seul. Mais sur janvier, sur février, on est déjà à janvier qui est normalement un mois traditionnel où ça baisse plutôt. On est sur janvier 2025, plus de 570 victimes revendiquées. Et en février, qui est en plus un mois assez court, on est déjà à plus de 600. Moi, c'est du jamais vu à ce niveau-là. Donc, des tendances qui sont assez élevées et qui témoigne d'une certaine explosion, voire une croissance très rapide. Qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet qu'est-ce qui permet, selon nous, d'expliquer cette croissance? C'est, on va dire déjà, même si c'est assez évident en le disant, une accessibilité accrue. Le modèle de ransomware as a service permet à des individus ou des groupes qui parfois disposent pas de zéro compétence technique, mais de compétences techniques plus faibles, de lancer des attaques assez complexes avec des solutions qui sont clés en main, qui proposent les logiciels malveillants, mais aussi des services d'hébergement et parfois même une assistance technique. C'est également un modèle qui est assez lucratif, qui repose sur une organisation économique qui est assez efficace avec les développeurs du ransomware qui vont se rémunérer via une commission sur les rançons collectées. Ça peut varier, mais en moyenne entre 20 et 30%. Et puis les affiliés qui vont se charger d'exécuter les attaques. Et donc plus ils compromettent de sociétés, plus ils touchent de l'argent et plus les développeurs du ransomware vont toucher également de l'argent là-dessus. On a également ce qui permet toujours d'expliquer cette explosion, c'est des attaques qui sont qui sont de plus en plus automatisées. Et ça, c'est aussi ce qui permet le modèle de ransomware as a service, parce que les affiliés, ils peuvent télécharger facilement des outils pour compromettre des sociétés, personnaliser les demandes de rançon, et puis suivre en temps réel l'état des attaques pour les plus aboutis, que ce soit le moment où il y a un paiement, où le chiffrement est opéré. Donc ça aussi, c'est lié au modèle en tant que tel, mais c'est un élément intéressant. Et puis, on a un écosystème qui est relativement collaboratif avec ces développeurs et ces affiliés qui échangent de manière assez importante là-dessus. Ce qui également peut expliquer cette explosion en tant que telle, c'est que ces acteurs malveillants, ils bénéficient pour certains d'un contexte géopolitique qui peut leur être favorable.
Notamment, pour certains, ils peuvent profiter d'une relative impunité dans les pays où la coopération internationale en matière de cybersécurité est limitée. On peut penser à des zones, situées, dans l'est de l'Europe où, ces criminels sont même, pas activement poursuivis, voire soutenus par, certains États. Là-dessus, ils sont relativement «protégés» entre guillemets. Et puis, il y a un autre élément qu'on peut évoquer, ça peut être également l'effet, pervers de certaines assurances, puisque dans certains pays, les assurances cyber peuvent couvrir explicitement le paiement des rançons, afin de limiter les pertes financières des entreprises et que, cette couverture, cette protection, elle peut encourager les cybercriminels, à cibler, les sociétés qui en bénéficient. Hem, pour continuer sur les pays, les secteurs les plus ciblés, et je vais relativement, rester sur, les pays parce que sur la partie sectorielle, je vous ai quand même mis des informations sur les secteurs, qui étaient les plus ciblés. Heu, Ça reste de l'opportunisme de manière générale. Donc sur cette menace-là, tous les secteurs peuvent être ciblés, indifféremment. Donc on a la santé qui et on va le détailler un peu après, mais pourquoi certains secteurs sont peut-être privilégiés par rapport à d'autres. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que personne n'est épargné face à cette menace et que, la question, pour, ces opérateurs-là, c'est, comment je vais me faire de l'argent? Est-ce que la victime va payer? Sur les pays les plus ciblés, nous, en 2024, le classement qu'on a pu, observer, c'est les États-Unis, suivi du Royaume-Uni, du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, de l'Inde, du Brésil, de l'Espagne et de l'Australie. Donc ça, c'est le top 10. C'est ces pays-là qui sont le plus ciblés, vous le verrez sur une carte à suivre. C'est un classement qui est, relativement stable, voire même complètement inchangé, par rapport à l'année précédente, en 2023. Je vous l'ai dit, c'est des chiffres qui sont en hausse, sur 2024 de manière générale. Il y a seulement 3 pays, pour lesquels on a pu observer une baisse. C'est le Royaume-Uni, l'Australie et la France. On va y revenir dans les slides suivantes, mais on vous expliquera aussi un peu les facteurs de ces baisses. Quand on regarde quand même les pays les plus ciblés, si je continue sur, la slide suivante, donc on voit en bleu foncé ceux que je vous évoquais tout à l'heure du top 10. On est globalement sur des pays, qui sont, plutôt riches. En fait, ça fait partie des critères bien sûr, parce que je vous l'ai dit, c'est des acteurs, les opérateurs de ransomware restent pour leur majorité des acteurs opportunistes. Vraiment leur question c'est: «Est-ce que la victime va payer?» Donc, ça explique pourquoi donc en tout cas, les raisons pour lesquelles, ces pays-là sont ciblés, c'est, notamment en raison de leur, richesse économique, et puis certains secteurs qui peuvent être critiques, comme la santé, la finance, l'énergie, la défense, heu, qui peuvent, être ciblés, principalement en raison de l'impact que peut entraîner un chiffrement, derrière. Dans certains de ces pays aussi, on peut observer une numérisation qui est relativement avancée, une transition numérique qui est poussée, mais qui est parfois incomplète, voire mal sécurisée et qui crée des failles. Donc ça explique aussi pourquoi certains secteurs publics comme des hôpitaux et des administrations, voire même des PME peuvent être, ciblés et constituent, des cibles idéales pour ces acteurs. Évidemment, autre critère, c'est, les données sensibles. Qu'il s'agisse d'informations personnelles ou de secrets industriels, ça attire ces opérateurs parce qu'ils vont pouvoir les revendre derrière, et puis c'est, évidemment, la base même de leur opération tout simplement. Et puis, il y a parfois également les PME qui sont, majoritairement ciblées parce que, elles sont, moins bien équipées en matière de cybersécurité. C'est des cibles faciles qui sont parfois aussi enclins à payer, rapidement une rançon afin de minimiser les impacts financiers opérationnels. Donc voilà ce qu'il fallait retenir, sur cette partie-là. Clément, je vais te laisser la suite sur, l'Europe et puis la France. Ouais, donc du coup, si on se rapproche un petit peu plus de notre territoire et qu'on se concentre donc, sur l'Europe dans un premier temps, 2024 ça reste, une cible de choix pour les opérateurs de ransomware, on le voit assez facilement. Notamment, si on le voit ici, sur la partie, Europe de l'Ouest, William l'a très bien dit juste avant, mais c'est des pays qui du coup sont économiquement, assez développés, et donc, des cibles qui sont stratégiquement intéressantes, même si ça reste, ce qu'on disait toujours, de l'opportunisme. Pour cette année, on a eu,
1200 victimes revendiquées, c'est un chiffre qui est quand même stable pour l'Europe par rapport à l'année dernière. On a un écart avec les États-Unis qui est du coup, j'ai entendu William répéter, mais qui était constant par rapport et similaire à 2021, avec 2 fois moins de victimes au niveau du continent européen. Au niveau de l'Europe, ça représente du coup par rapport à ce que montraient les chiffres de William juste avant, ça représente quand même 20% des victimes revendiquées. Et au niveau de l'Europe, au niveau des pays du coup les plus ciblés, on a le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne dans ce même ordre, dans cet ordre-là. Sur la France, c'est vrai que, donc je vous le disais en introduction, on a pu observer donc 130 attaques revendiquées publiquement contre des entités françaises. Ça dénote par rapport à la tendance générale où en fait on a pu observer une augmentation du nombre de compromissions, alors que pour la France, en fait, on a une baisse de près de 29% sur les revendications publiques par rapport à l'année précédente. Et c'est un indicateur qui est intéressant parce qu'on a pu le recouper avec 2 autres indicateurs, à savoir les demandes d'assistance effectuées sur cybermalveillance.gouv.fr, qui également, lui aussi est en chute de 30% en 2024 pour la France. Et un troisième indicateur qui vient confirmer cette baisse pour la France en tout cas, c'est les dossiers judiciaires liés au ransomware qui ont pu être soumis au parquet de Paris et qui lui aussi est en baisse d'un peu plus de 31%. Donc on a une baisse qui est cumulée sur ces 3 indicateurs à chaque fois d'environ 30%. Donc c'était assez intéressant d'observer cette corrélation. Ça veut pas dire que tout est lié, mais en tout cas c'est intéressant de voir que pour ces 3 indicateurs, on a observé une baisse, ce qui peut expliquer, enfin ce qui en tout cas correspond à ce qu'on a pu observer nous aussi de notre côté. Plusieurs hypothèses pour ce recul. Bien évidemment, il y a eu quand même un gros événement qui s'est passé du coup en 2024 en France. Bon, vous le savez bien, c'est donc les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Forcément, cet événement a fait que pour les dernières années, la vigilance et les efforts des entreprises et des autorités françaises en matière de cybersécurité a été forcément mis à son plus haut niveau. On peut parler de comité de Paris 2024 de l'ANSSI notamment, mais aussi forcément l'écosystème public-privé, puisque cet écosystème public a dû s'appuyer aussi forcément sur des partenaires de l'écosystème privé, avec une collaboration active pour améliorer notamment la résilience des entreprises françaises lors de cette période qui était très importante pour tout le monde. On peut noter par exemple le CERT de confiance aussi de l'Intercert, pour lequel dont Intrinsèque fait partie. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de la dernière journée de l'Intercert, on a une intervention donc de Vincent Strubel, directeur général de l'ANSSI, qui a mentionné quand même qu'il était très important d'avoir une bonne humilité sur cette période, puisque il faut continuer les efforts. Alors certes, ils ont été très importants et pourront pas être aussi importants sur une période de longue durée, mais il faut s'appuyer sur les bons résultats qui ont eu lieu lors des Jeux olympiques, pour ne pas s'arrêter et continuer à avoir un niveau de cybersécurité élevé au sein des entreprises. Et notamment parce que les menaces sont de plus en plus complexes et sophistiquées. On en a déjà parlé dans un précédent webinar, mais la collaboration aussi entre les cybercriminels, les activistes et les acteurs étatiques est de plus en plus haute. Elle se fait remarquer de plus en plus dans des rapports publics. Et tout ça crée aussi des barrières qui sont assez fines finalement entre les acteurs, et donc c'est difficile de les suivre. William, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Ok, super, merci. Au niveau des acteurs de ransomware, on a noté une grosse évolution cette année en nombre d'opérateurs ayant revendiqué au moins une victime sur leur data leak site. Cette année, on a eu donc 98 ransomware, on va dire, actifs. Donc un ransomware égale un DLS finalement pour 2024. Donc c'est là où on peut avoir en tout cas des données publiques. Pour exemple, en 2020, on avait finalement que 25 DLS qui étaient présents. Forcément, il y a plus de ransomware actifs. Il y a beaucoup d'acteurs aussi de ransomware qui n'ont pas ce mode-là de publier des données, ou en tout cas de revendiquer des victimes
sur ces plateformes. Cependant, au final, c'est devenu en fait une pratique, les DLS, qui est quasiment centrale aujourd'hui. Presque tous les opérateurs passent à ce niveau-là, notamment pour réaliser une pression sur les entreprises au niveau du public, puisque aussi cette partie-là arrive généralement lorsque des contacts n'ont pas pu être faits avec l'entreprise victime, ou la négociation s'est mal passée. Donc ça va être un moyen supplémentaire d'apporter de la pression. Vous avez potentiellement déjà subi parmi vous, au niveau des auditeurs, des influenceurs, notamment au niveau de LinkedIn, qui aussi vont accentuer finalement cette pression et cette révélation publique, ce qui va potentiellement engendrer le fait aussi que pour les entreprises, il va falloir avoir une communication potentiellement assez rapide sur le sujet, et du coup mettre plus de moyens que ce qu'il y avait à avoir, que de ce qu'ils pouvaient avoir il y a quelques années, en réponse à cette pression publique. Au niveau des nouveaux opérateurs quand même qu'on a sur les 98, on en a 53 cette année qui sont apparus en 2024. Donc c'est finalement un assez gros turnover qu'on a au niveau des opérateurs de ransomware. Et c'est une accélération qu'on peut noter qui est assez notable par rapport aux années précédentes, puisqu'on notait environ 35 nouveaux opérateurs de ransomware entre 2021 et 2023. On a quelques explications pour ces chiffres-là. William en a donné déjà précédemment quelques-unes. On a du coup le modèle Ransomware as a Service qui facilite l'entrée de nouveaux acteurs. Une formule qui est un petit peu tout en un, qui facilite les attaques, qui facilite le fait d'avoir une infrastructure dédiée pour pouvoir réaliser ces attaques. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir finalement des compétences dans l'ensemble des services de cybercriminalité. En deuxième point, on a le leak de builders. On a eu plusieurs builders comme Logbit notamment, qui avait subi une fuite de son code source, ce qui a permis à plusieurs opérateurs de ransomware de créer des nouveaux ransomware sur la base de ces leaks. Et puis, on a une fragmentation de l'écosystème cybercriminel, notamment liée aussi on va le voir plus tard, mais à un certain nombre d'opérations internationales de police, qui a impliqué de nombreuses scissions internes pour les acteurs, des changements de développeurs, et donc obtenir aussi des forks de ransomware qui étaient déjà existants. Et puis, une présentation sans l'IA n'est pas finalement une présentation de nos jours. Et donc, l'IA est utilisée aussi comme catalyseur, comme dans vos entreprises, comme chez Intrinsec, pour accélérer les développements et accentuer les compétences techniques que certains acteurs peuvent déjà avoir. Tu peux passer à la slide suivante, William. Merci. Au niveau, on a fait un focus donc sur le top 10 des acteurs qui ont revendiqué le plus de victimes sur cette année. Facilement, on peut s'apercevoir qu'il y en a 2 qui arrivent en tête, quasiment à égalité, on pourrait dire qu'ils sont à égalité entre donc Logbit et RansomHub, suivi donc de Play, Akira, Hunters, etc. Au niveau de ce top 2, les données peuvent être notamment à relativiser concernant Logbit. On a du détail après pour ce point-là, mais forcément, Logbit est soupçonné d'avoir gonfler ces chiffres, ça va être très facilement visible sur le graphe qu'on aura juste après à vous montrer, mais avec de fausses revendications, des doublons, des victimes qui étaient déjà revendiquées pour obtenir une résilience de son image auprès de leurs affiliés. Et puis du coup, en face, on a RansomHub, un challenger du coup qui est sérieux, qui du coup est apparu cette année. Qui est en partie constitué d'ex-affiliés de Logbit. Donc certains événements de l'année 2024 ont pu justement faire en sorte que ces affiliés aient eu un peu une perte de confiance en Logbit, et puis qui soient passés dans une autre franchise. Et donc on pourrait vraiment dire que c'est cette franchise-là qui est devenue numéro 1. Au niveau de l'augmentation du nombre d'opérateurs de ransomware, on note ça plutôt, nous, au nombre d'acteurs actifs, et pas forcément à une intensité plus forte.
au global, le nombre de revendications a augmenté par rapport à 2023, mais cette augmentation, elle est liée du coup à l'entrée de nouveaux opérateurs. L'année dernière, on avait 66 opérateurs et cette année, on en a 98. Donc on voit vraiment un palier de nouvelles franchises qui sont arrivées. Et on n'a pas non plus noté d'intensification particulière dans le nombre de revendications des franchises qui existaient déjà, puisque vous pouvez l'apercevoir, mais sur les 9 opérateurs de ransomware, sur les 10 opérateurs de ransomware, 9 finalement sont déjà actifs depuis au moins 2 ans. Slide suivante, s'il te plaît, William. Au niveau, donc, on a fait un focus là, ici sur du coup, les deux qui arrivent en tête, Logbit 3.0 et RansomHub. Et là, on va observer l'évolution des revendications sur l'année. On voit du coup, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le pic au niveau de Logbit 3.0, ce pic à 178 revendications, donc, qui a été constitué après analyse par de nombreux éditeurs de fausses publications, de victimes déjà publiées, même de revendications avec des données qui étaient complètement vides, histoire de faire un petit peu peur. Elle est arrivée notamment après l'opération donc Chronos, donc une opération internationale qui a eu vocation à arrêter Logbit. Et donc pour prouver à ses affiliés qu'il y avait toujours de l'activité, à publier une liste invraisemblable de victimes. On s'aperçoit très vite finalement que son nombre de revendications a drastiquement chuté juste après. Sur 2025, on note environ aussi entre 5 et 10 revendications, par exemple pour le mois de janvier 2025. Donc pour l'instant, on ne note pas de hausse nouvelle de cet acteur, même s'il a annoncé un Logbit 4.0 avec un nouveau builder. Cette baisse aussi, donc ça finalement, Logbit, par rapport à 2023, on a eu une division par 2 du nombre total de revendications, alors qu'on le voit très bien en face, c'est RansomWeb de l'autre côté qui a vu c'est une augmentation constante de ses revendications tout au long de l'année. Avec cette chute drastique pour Logbit 3.0, on a aussi une baisse de 79% des paiements de ransomware au second semestre 2024. Et selon Chain Analysis, au global, sans parler seulement de ces deux acteurs-là, on a une diminution de près de 36% des paiements qui sont liés au ransomware par rapport à 2023. Donc ça représente en 2024 814 millions de dollars. L'année dernière, pour l'année entière, on était à 1,25 milliard de dollars de paiements liés au ransomware, parce que Chain Analysis suit notamment les transactions de crypto-monnaies entre les entités. Et donc pourquoi cette baisse quand même des paiements de ransomware? On a des actions des forces de l'ordre qui sont assez importantes. Une collaboration aussi internale, on voit beaucoup de pays entre eux qui échangent et qui essayent de couper les infrastructures à multiples endroits. Et on a forcément aussi un refus croissant des victimes à payer les rançons. On sait notamment en France que c'est quand même ce qui est fortement recommandé pour les entreprises. On peut noter par rapport à Logbit et RansomHub que le CERT intrinsèque a pu évoluer sur plusieurs incidents en 2024 concernant ces deux entités. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec William est assez vrai sur l'opportunisme, puisque vous allez le voir, on a du coup relevé quelques TTP grâce au CERT d'intrinsèque. Concernant RansomHub, d'abord, c'est l'exploitation de vulnérabilités d'applications exposées, une persistance qui peut être via mesh agent, une exfiltration de données via FileZilla et une compromission de comptes à privilège élevé. Et au niveau de Logbit, on a aussi forcément cet opportunisme qui est lié à l'exploitation notamment de services RDP exposés, une désactivation ensuite de Microsoft Defender, une suppression de la journalisation et finalement on a aussi donc de la reconnaissance qui utilise des commandes qui sont natives au système opérationnel comme Net. Et sur ce sujet-là, je vais repasser la main à William sur la partie plutôt activisme. Ouais, merci Clément. Comme je disais, on sort maintenant de cette partie ransomware qui aura occupé une bonne partie de cette présentation aujourd'hui, pour enchaîner sur la menace, on va dire, liée à des groupes activistes. Intrinsèque, là,
sur l'année 2024, enfin, notre équipe là, de renseignement investigation a suivi près de 80 groupes activistes pro-russes, mais également une cinquantaine de groupes activistes pro-palestiniens, même si on n'a pas souhaité faire de focus là-dessus parce qu'on trouvait que les données étaient moins intéressantes que sur la partie pro-russe, mais ça existe également. Ce qui est intéressant, c'est que ces 90 groupes activistes pro-russes, ils ont revendiqué, eux de leur côté, en 2024, près de 5500 attaques, ce qui soit en moyenne 15 par jour, qui visent à chaque fois des entreprises, des institutions, et puis des associations, tout cela à l'échelle mondiale. On observe quand même qu'il y a deux groupes clés qui dominent cette scène du côté de la menace activiste pro-russe. Et vous les connaissez, j'en suis certain. En premier lieu, c'est No Name 057. 16, qui est responsable à lui seul de près de 56% des attaques revendiquées. Et ensuite, on a un autre groupe qui s'appelle Cyber Army of Russia Reborn, qui lui est à l'origine de 19% des actions déclarées, enfin des attaques DDoS, pardon. Et en fait, ces deux groupes à eux seuls, ils représentent quasiment 75% de l'activité activiste pro-russe en 2024. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer qu'ils sont liés même à un niveau assez étonnant, on pourrait dire. Et je vais là rentrer dans des petites révélations, les petits gossips des groupes activistes pro-russes. C'est qu'en fait, il y a eu deux investigations qui ont été menées par le département du Trésor des États-Unis et puis par une société ukrainienne qui s'appelle Molfar, qui ont pu conduire à la révélation des identités des administrateurs derrière ces deux groupes activistes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des connexions personnelles entre les administrateurs de ces groupes, et notamment entre l'administrateur de NoName 057 et l'administratrice de Cyber Army of Russia Reborn, qui sont en fait en couple. Qui sont donc, voilà, c'est petit gossip, mais au-delà de cette anecdote, c'est intéressant d'observer qu'ils sont liés, qu'ils sont tous évidemment d'origine russophone, qu'il y a aussi parmi ces administrateurs des gens liés au service de renseignement russe, donc il y a au moins un soutien plus que tacite. À se demander également, et ça fait partie des hypothèses, si ces personnes-là qui, sous certains aspects, ressemblent plutôt à on va dire des patriotes entre guillemets, hein, sont pas un peu volontairement exposés pour cacher l'origine réelle de ces groupes. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des liens assez importants avec ces services. Ces groupes-là, ils font énormément d'attaques DDoS avec un volume relativement important. Toutefois, leur impact, on va dire, reste assez modéré parce que déjà les cibles ont significativement renforcé leur résilience face aux attaques DDoS. De plus, la victimologie de ces groupes-là semble être assez figée, ce qui permet d'anticiper assez facilement, entre guillemets, si on va être la cible ou pas de ces attaques. C'est des campagnes qui en fait portent généralement une valeur relativement symbolique, en fait, qui sont associées à des événements géopolitiques marquants, comme exemple que je peux vous donner, c'est l'envoi d'équipements militaires à l'Ukraine, les déclarations du président Macron sur le potentiel envoi de forces militaires françaises en Ukraine, même n'importe quelle intervention de Zelensky dans les pays concernés. On a pu observer en janvier que la Suisse avait été le pays le plus ciblé par No Name, et en fait c'était probablement une hypothèse, c'est que c'est probablement lié au forum de Davos qui se tenait au même moment et dans lequel Zelensky est intervenu. Donc c'est des attaques qui ont vraiment une valeur symbolique et qui montrent aussi parfois, on peut parfois beaucoup idéaliser, en tout cas sur ce genre de campagne, se dire qu'en plus il y a un soutien tacite des renseignements russes, qu'il y a un ciblage qui est fin. C'est pas toujours le cas en fait. Déjà, comme je vous le disais, la victimologie bouge assez peu, donc ils ont leur liste de victimes et ça varie pas. Donc d'une campagne à l'autre, c'est les mêmes cibles qui sont ciblées. Et puis en plus, on peut noter des erreurs, par exemple, enfin des cibles qui n'ont pas vraiment d'importance, parce qu'il y avait, je me souviens d'une campagne qui avait ciblé la France, qui avait ciblé des boîtes liées à l'armement, une ou deux qui étaient liées dans les drones, et puis ils avaient ciblé aussi une boîte de modélisme. Et en fait, ça pouvait laisser penser que c'était plutôt une erreur, parce que la boîte en question faisait du modélisme, n'avait rien à voir avec
les drones de près ou de loin, et c'était potentiellement une erreur de traduction ou une mauvaise reconnaissance, mais ça montre aussi qu'il peut y avoir des erreurs. Et quand je vous disais aussi qu'il y avait un lien avec les services de renseignement russes, c'est des choses qui ont pu être documentées par d'autres éditeurs comme Mendiant, qui en fait ont pu relier le deuxième groupe là qu'on voit, Cyber Army of Russia Reborn, celui qui a fait 1100, plus de 1100 victimes de DOS en 2024. Ils ont pu lier ce groupe à un mode opératoire russe qui s'appelle APT-44, qui est également plus connu sous le nom de Sandworm. Donc c'est un mode opératoire qui est très très connu dans le monde de la cybersécurité, qui est vraiment lié au service de renseignement russe pour le coup. Donc ces liens font finalement assez peu de doute. Ce qui est plus préoccupant, en revanche, c'est que ce groupe-là, notamment, a amorcé une forme de pivot avec des attaques plus seulement à des fins des DOS, mais plutôt qui ciblaient des systèmes industriels de type SCADA à des fins de sabotage. Alors, ils en ont fait plusieurs. Ils ont aussi fait des erreurs parce qu'ils ont revendiqué une attaque contre un barrage français. Bon, en fait, c'était un petit moulin, donc potentiellement une erreur dans la reconnaissance, mais il y a quand même un pivot qui mérite d'être noté et qui peut laisser penser que ça va continuer à se développer de ce point de vue-là. Je laisse la suite Clément sur la partie cybercriminelle. Et ici, on a voulu vous montrer finalement, les forums de prédilection des cybercriminels. On note plusieurs millions d'interactions. Ici, on vous a mis le top 3, donc avec, Cracked, Nul et Breach Forum. Donc l'équipe CTI d'Intrinsèque monitore notamment, ces forums, sur les périmètres des clients, mais aussi, un peu plus largement pour voir les nouvelles tendances ou les nouveaux, malwares qui pourraient être aussi, développés et vendus sur ces forums. Donc à la suite de cette domination, on pourrait quand même, parler aussi donc de Telegram, de XSS, de Ramp, Exploit ou encore l'Xbase. C'est des plateformes qui sont, utilisées, très largement par les cybercriminels pour échanger des données, des accès, des exploits, que ce soit, pour vendre, échanger et parfois même, distribuer, souvent, gratuitement, des données qui peuvent être, des sensibles ou, du code source. Ce qui est intéressant de noter aussi sur ces forums, c'est que finalement, il y a eu des efforts de répression, qui ont été, accrus et manifestés par une augmentation des opérations de police sur 2024. On peut noter, l'arrestation de Pompon Purin ou Pompon Purine, son administrateur, l'administrateur de Bridge Forum, fin 2023. Ça a fortement impacté ses activités. Cependant, on peut observer finalement qu'il y a quand même, 900 000 interactions, toujours sur Bridge Forum en 2024, donc c'est que l'activité a pu reprendre, malgré, cette opération de police. Telegram, on peut bien évidemment parler de l'arrestation de Pavel Durov, son fondateur par les autorités, françaises, qui a amené à des modifications dans les échanges et les données qui pourraient être données aux forces de l'ordre. Et puis, notamment là en 2025, on peut noter, des saisies qui ont été réalisées sur, Cracked et Nuld. Donc c'est un impact, fort qui a été, en tout cas, c'est un message fort qui a été envoyé par les opérations de police, qui cherchent à, réduire l'activité des plus gros forums, cybercriminels. On verra si du coup, comme Bridge Forum, l'activité reprendra, mais en tout cas depuis, le 29 janvier, actuellement, on a noté, aucun redémarrage des activités de Cracked ou de Nuld. Et ces activités sur ces forums, qu'est-ce que ça implique pour les acteurs cybercriminels? C'est, qu'ils soient résilients, malgré la pression. Je parlais de Bridge Forum qui est revenu, les 2 autres, pas pour l'instant, mais ça montre aussi que, ils ont besoin d'une capacité d'adaptation qui est assez forte. Est-ce qu'on reverra dans les prochaines semaines un retour de Cracked et de Nul? Est-ce que les acteurs cybercriminels, vont, se rediriger vers, d'autres plateformes dont on vous a parlé juste avant? C'est déjà un petit peu le cas, mais on n'a pas vu non plus de différence, notable pour le moment. Et cette année 2024, elle est quand même, marquée par beaucoup d'opérations. On peut, du coup, parler de l'opération Talent pour Cracked, mais on parlait, tout à l'heure aussi, de d'autres opérations de police. On n'a aucun doute que 2025,
sera sur la même lancée. C'est déjà la preuve. Et donc les opérations de police et les coalitions qui sont faites entre pays vont être de plus en plus fortes, ce qui implique donc aux acteurs de se prémunir et peut-être aussi avoir un coût qui va être plus important pour eux pour pouvoir obtenir une longévité dans cette activité malveillante. William, je te laisse du coup, je pense, conclure sur le Ouais. reste. On en arrive à la fin de cette présentation. Juste pour aussi préciser, enfin, des petits points à rajouter par rapport à ce qu'on voit en 2025. Je disais tout à l'heure que c'était une année qui débutait de manière assez intense du point de vue ransomware. Ça vous échappera pas également que on a une instabilité politique, géopolitique qui est assez importante au niveau mondial. Ça crée de l'incertitude à différents niveaux et que cette incertitude, évidemment qu'elle va probablement être exploitée par des acteurs malveillants, qu'il s'agisse de cybercriminels, de groupes activistes ou d'États. Ce qui peut laisser aussi penser que malgré les opérations de police qui s'intensifient, ça risque de continuer à un niveau assez intense en 2025. Autre point aussi que je voulais préciser, parce qu'on a parlé beaucoup de ransomware, de cybercriminels et finalement assez peu de ce qui était lié à des États. Bon, peut-être que ça fera l'objet d'un futur webinaire à l'occasion, mais quand même vous dire aussi que on observe depuis maintenant quelques années un entremêlement entre les cybercriminels et les modes opératoires liés à des États qui complexifient la détection, l'attribution, qui rajoute du flou, qui, pour les États, évidemment, revêt énormément d'intérêt parce que ce qu'on voit, c'est par exemple des opérateurs de ransomware, certains affiliés, pour redevenir affilié, bon, je ne dis pas que n'importe qui peut le devenir, mais qu'il il est possible, et que c'est déjà documenté, que certains affiliés soient liés à des États. Donc ça permet pour un État de dissimuler potentiellement une opération d'espionnage, de récupération de secrets industriels, derrière une opération plus classique, entre guillemets, de ransomware. Et ça complexifie énormément le travail d'attribution et peut-être potentiellement la réaction derrière. Autre élément aussi, c'est que maintenant, dans l'écosystème criminel, tout le monde se spécialise sur tous les éléments de la chaîne de compromission, que ce soit les templates, les infrastructures mises à disposition. Et en fait, cette spécialisation permet, en plus d'automatiser l'attaque, de les lancer plus facilement, de les rendre accessibles à tous, également aux États de se dissimuler derrière ces infrastructures. On a beaucoup traité en 2024 les infrastructures dites bulletproof, donc qui ne communiquent pas avec les autorités. C'est encore des choses qu'on a pu observer récemment. On va sortir un rapport cette semaine sur une campagne liée à Doppelganger et qui s'appuie justement sur un de ces réseaux bulletproof, mais on l'a déjà observé pour des actions cybercriminelles plus classiques. Donc il y a un entremêlement qui est de plus en plus fort et qui rend davantage difficile l'attribution et même l'imputation. On en a fini pour cette partie-là. Juste pour vous terminer un petit point sur ce qu'on fait nous aussi dans l'équipe, parce que ce qu'on vous a présenté, en fait, c'est un peu un cumulé de tout ce qu'on produit dans l'équipe renseignement investigation. On va dire qu'on produit 3 types de renseignements. Un feed technique qui contient évidemment énormément de marqueurs liés à des acteurs cybercriminels qui permet de les identifier plus rapidement, et il produit énormément d'indicateurs chaque jour, chaque mois. On a de manière connexe à ça des analyses, des rapports. Donc celle que je vous évoquais sur Doppelganger, c'est un exemple de ce qu'on peut faire qui va sortir cette semaine. Mais on en produit une par semaine avec à chaque fois un niveau stratégique pour essayer d'expliquer l'acteur, quelles sont ses motivations, ses infrastructures, comment ils fonctionnent, et puis également un niveau plus technique, tactique, où on rentre vraiment dans le dur, où on explique comment le malware fonctionne, comment l'infrastructure fonctionne, avec à chaque fois aussi des indicateurs de compromission. Et troisième façon de produire du renseignement chez nous, qui est un peu l'aboutissement des deux autres, c'est une plateforme de threat intelligence qui là aussi va bientôt sortir chez nous, mais qui cumule en fait tout ce que je vous ai dit là, des rapports, du renseignement technique, et puis énormément de statistiques sur ce qu'on a pu vous présenter ce mois-ci, sur les groupes activistes, sur les ransomware. Donc c'est un peu aussi l'aboutissement de tout ce qu'on fait dans notre équipe là-dessus.
On en arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, on est disponible, donc on peut vous laisser les poser dans le chat. Et puis s'il n'y a pas de questions, on ne vous embêtera pas plus longtemps. On vous remercie déjà d'avoir pris le temps de nous écouter ce matin. Et puis on s'excuse à nouveau pour les petits soucis techniques qui ont pu marquer cette réunion. Oui, Comme je merci dis, beaucoup à vous et pour votre patience. ouais. Ce sont des choses qui arrivent. Sinon, c'est pas drôle, comme disait William. Sinon, c'est pas une vraie présentation s'il n'y a pas de petits problèmes. Pas l'air d'avoir de questions. Donc si c'est bon pour vous, eh ben, je vous laisse reprendre vos activités. Merci encore. Je vois pas de questions. Oui, les slides vous seront transmises aussi pour rappel avec le replay. Voilà, tout à fait. On va vous envoyer le replay. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur nos réseaux habituels et puis à nous retrouver au FIC lors du FIC entre le 1 et le 3 avril. Merci encore pour votre écoute. Et bonne journée à vous tous. Bonne journée à vous.